Or, malgré un contexte marqué par l'adversité, malgré notre grande fatigue, il ne faut pas se laisser faire. Il faut urgemment déployer des moyens pour se défendre. C'est en tout cas l'attitude adoptée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui, au cours des derniers mois, m'a chargée de mener une consultation auprès d'une cinquantaine de personnalités québécoises, franco-canadiennes, franco-américaines et acadiennes sur la possibilité de tenir dans un avenir approché des États généraux de l'Amérique française. Parce que, historiquement, que nous soyons établis à Moncton, Ottawa, Trois-Rivières, Lowell, Bâton-Rouge, notre souche, notre source, elle est la même. Nous sommes, où que nous soyons, des parlants français d'Amérique, nous sommes l'Amérique française avec un foyer principal, le Québec. Cette idée des États généraux, finalement, elle est née d'un sentiment d'urgence. Rassembler les francophones d'Amérique et leur permettre d'échanger sur leur avenir en terre américaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, États généraux? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression-là? Les États généraux sont un appel aux forces vives de la société civile en des moments de déficit politique. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans présentement? Vous tous, rassemblés dans cette salle aujourd'hui, vous avez choisi d'œuvrer au sein d'une organisation de la société civile. Une organisation dont l'origine remonte à 1834, alors que Ludger Duvernay fondait la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et puisqu'on parle d'histoire, saviez-vous qu'à une certaine époque, plus précisément à la fin du 19e siècle, des sociétés comme la vôtre, il y en avait plus d'une centaine réparties un peu partout en Amérique. Saviez-vous qu'en 1880, à l'invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, des délégués de 100 de ces sociétés convergeaient vers la capitale pour assister à ce que l'on appelait à l'époque une convention des Canadiens français. Ils étaient 40 000 et venaient de partout en Amérique, partout où la diaspora avait immigré et s'était implantée. Saviez-vous qu'à la fin des années 60, 1960, donc presque un siècle plus tard, se tenaient à Montréal les États généraux du Canada français? Saviez-vous que l'objectif de ces États généraux était de consulter le peuple canadien-français sur son avenir constitutionnel? Saviez-vous que lors de ces États généraux, une résolution qui portait sur le droit à l'autodétermination du peuple canadien-français sur le territoire du Québec, déclaré territoire national et milieu politique fondamental de cette nation, était votée à 98% par la délégation québécoise, à 52% par la délégation acadienne, mais était boudée par les délégations de l'Ouest et de l'Ontario qui y voyaient un abandon des francophones du reste du Canada par le Québec. Ces États généraux de la fin des années 1960 constituent, selon certains, le dernier grand rassemblement nationaliste canadien-français, le dernier acte de l'histoire du Canada français traditionnel. Ce rendez-vous historique, je vous le rappelle, était organisé par la société civile et en marge de tout appareil politique officiel. Jacques-Yvan Morin, qui a présidé ces États généraux, dira plus tard « En réalité, ce furent les États généraux du Québec et du Canada français, dans une coexistence parfois malaisée, mais néanmoins féconde. » Il dira aussi « Il arrive que les solutions retenues divergent parce que les communautés francophones hors Québec sont avant tout soucieuses de leurs droits linguistiques, alors que les Québécois ont à l'esprit les pouvoirs de leur État.
Rien n'est plus vrai à ce moment-ci de notre histoire collective. Quand on pense qu'au moment même où on souligne le 50e anniversaire des États généraux du Canada français, on souligne également le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Une loi canadienne adoptée en 1969 et qui, contrairement à ce qu'André Laurendeau de la commission Laurendeau-Dunton souhaitait, ne consacre pas le biculturalisme canadien avec des pouvoirs accrus pour le Québec, mais tout simplement les droits linguistiques des minorités francophones du Canada et anglophones du Québec dans une perspective multiculturaliste. Et c'est là, entre autres, où le bas blesse présentement. 2 langues officielles au Canada, dont l'une, le français, a, au cours des 50 dernières années, subi d'innombrables assauts. On l'a encore vu l'automne dernier lors des événements qui sont survenus en Ontario. Et une langue officielle au Québec qui, elle aussi, n'a cessé d'être malmenée malgré l'adoption en 1977 de la loi qui en consacrait la primauté, la loi 101. Alors, devant ce constat, devant ces multiples défis qui menacent notre identité collective, et pas seulement sur le front linguistique, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce que s'est demandé la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Comment est-ce qu'on se rapaille à un moment où, admettons-le franchement, les troupes sont loin de marcher en rang serré et sont assez dispersées? À l'heure également où d'autres préoccupations ont surgi. Parlons par exemple des préoccupations concernant les mutations environnementales, qui ne cessent de croître pour se hisser au premier rang des priorités, particulièrement chez les jeunes, mais qui entraînent également une certaine forme de désertion chez les militants des causes identitaires et linguistiques, qui, eux aussi, sont désireux de parer à ce qui leur apparaît le plus pressé. Dans ces conditions-là, est-ce que l'idée de se pencher sur le bien commun que constitue la langue de millions de locuteurs américains, une langue ô combien minoritaire, donc d'une extrême vulnérabilité sur cet immense territoire, est-ce que cette idée-là revêt le caractère d'urgence que certains y voient et l'absolue nécessité d'en débattre à cœur ouvert, sans crainte de voir s'exprimer les divergences et les frustrations? Ne l'oublions pas, le français constitue pas uniquement une exception linguistique en Amérique. Il s'agit également d'une exception culturelle, l'expression d'une identité, je vous le disais au début de cette intervention, unique et singulière. La consultation menée, je vous en donne quelques résultats, a été très éclairante. Si elle a permis d'apporter des réponses à plusieurs des questions qui ont été posées, elle a aussi suscité certaines interrogations sur la priorisation à donner à ces questions-là. Et d'après les personnes interrogées, l'une des premières questions, sinon la première qu'il faut se poser, et ça c'est sans état d'âme, froidement, avec lucidité, est-ce qu'on a encore envie de poursuivre cette aventure-là? Une aventure qui supposait d'abord que l'Amérique serait française, que la destinée du français serait continentale. Une ambition qui, au gré des batailles perdues et des concessions faites, s'est passablement réduite, vous en conviendrez. Donc, cette envie-là de perpétuer cette identité-là, unique, singulière, plus particulièrement au Québec, est-ce qu'elle est partagée par un nombre significatif de personnes ou si, comme le craignent certains, il y a plutôt un sentiment de désaffection, d'indifférence généralisée, particulièrement chez les jeunes?
devant une telle perspective? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a envie de poursuivre cette aventure-là? La deuxième question. Si c'est le cas, est-ce qu'on prend la mesure du défi que cela représente, particulièrement dans une société postmoderne où les intérêts individuels ont pris le pas sur les intérêts collectifs, où les nouvelles technologies de l'information ont considérablement modifié la donne, où l'afflux des populations immigrantes et notre capacité de les intégrer revêt une importance capitale, tout en convenant que de leur venue naîtra une identité hybride et métissée. Est-ce qu'on prend la mesure de ce que ça représente? Au moment même où on a le sentiment que la métropole du Québec s'est de plus en plus éloignée de ces régions, au moment où on a également le sentiment qu'une partie de nos élites tente de nous convaincre que notre combat est passéiste et ringard, au moment où nous vivons dans une société de plus en plus aseptisée, où personne n'ose plus dire tout haut ce qu'il pense tout bas, de peur d'être cloué au pilori. Dans ce contexte, est-ce qu'on prend la mesure du défi que représente notre volonté de ne pas abdiquer? Et si telle est notre volonté, quels sont les efforts à consentir pour le relever, ce colossal défi-là? Des efforts à consentir par la société civile, vous et moi d'abord, mais aussi par les États concernés et plus particulièrement, bien sûr, l'État québécois. On a appris depuis de très nombreuses années à ne plus trop se fier à l'État canadien dans le domaine de la protection du français. Et concernant cette responsabilité de l'État québécois, j'aimerais vous citer ce que le frère Untel disait. Le frère Untel disait la langue est un bien commun et c'est à l'État comme tel de la protéger. L'État protège les orignaux, les perdrix et les truites. L'État protège les parcs nationaux et il fait bien. Ce sont là des biens communs. La langue est aussi un bien commun et l'État devrait la protéger avec autant de rigueur. Une expression vaut bien un orignal, un mot vaut bien une truite. Donc, que l'État québécois joue son rôle et contribue à l'effort collectif, voire qu'il en assume une partie du leadership et de la responsabilité, voilà un des résultats anticipés par la tenue potentielle d'États généraux. Et pour ce qui est des jeunes, non, tous les jeunes n'ont pas abdiqué. Tout simplement, ils souhaitent faire les choses autrement. Et à ce sujet, le jeune cinéaste Loïc Dars disait que sa conscience citoyenne s'était affirmée, cristallisée autour d'idéaux, de valeurs et de projets lors du printemps érable de 1912. 1912, excusez-moi, c'est tellement dans l'histoire. C'est moi, ça. 1912, oui, on est à une autre époque. De 2012, peut-être qu'il y a eu un printemps érable en 1912, on ne sait pas. Alors, il disait, Loïc Dars disait, là où beaucoup de gens voient le rejet ou la fermeture à un héritage, moi, je vois plutôt une remise en question. C'est ce qu'il disait. Que les gens de ma génération acceptent cette remise en question. Qu'ils en soient partie prenante. Le changement de garde n'implique ni désertion, ni abdication de la part d'une génération, la mienne, dont l'un des résultats des batailles qu'elle a menées a justement été de doter leurs enfants, les jeunes,
d'une relative sécurité linguistique et culturelle. Opérer ce changement de garde pourrait très bien devenir un autre des résultats d'éventuels États généraux. Et toujours selon le point de vue des jeunes, d'éventuels États généraux pourraient ressembler à ce qu'on appelle communément un aggiornamento. Je le dis en italien, mais évidemment c'est un mot qui est francisé, donc un aggiornamento. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, un aggiornamento? Ça fait référence à une actualisation, une mise à jour de connaissances, de points de vue intellectuels ou politiques qui visent à être davantage en phase avec la société moderne. Ça permet une entrée dans la modernité et ça marque une volonté de transition. Imaginez, si ce résultat était atteint lors de potentiels États généraux auxquels les jeunes participeraient en masse. En terminant, ce que les personnes que nous avons interrogées au cours des derniers mois nous ont dit se résume à peu près à ceci. 50 ans après la fin des États généraux du Canada français, 50 ans après l'adoption de la loi sur les langues officielles, 42 ans après l'adoption de la loi 101, prendre le pouls s'avère non seulement pertinent, mais cela devient essentiel. Le mouvement de stagnation, sinon de recul enregistré, est-il réel? Est-il réversible? La question doit être posée et débattue. Ne pas le faire serait de l'ordre de l'irresponsabilité. Ce qu'elles nous ont massivement dit également. Il faut trouver une nouvelle voie, une nouvelle façon d'aborder la question, des moyens inédits à mettre en œuvre et qui favoriseront l'adhésion de tous, jeunes et vieux, Québécois d'origine et d'adoption, Franco-Canadiens et Acadiens, francophones de tous les coins de l'Amérique, Premières Nations, qui présentement ont leur propre poussée nationaliste et tentent par tous les moyens un retour à leur propre langue. Il faut, au-delà de nos différences, faire entendre nos voix métissées, des voix porteuses d'un message unique. Nous sommes l'Amérique française. Notre empreinte est là. Elle se niche un peu partout sur le territoire. Elle illustre non seulement un rêve avorté, mais notre contribution à l'édification du nouveau monde, notre contribution historique et actuelle. Elle illustre notre résistance, notre résilience, notre façon d'être, notre volonté de rester vivant, notre volonté aussi de faire les choses autrement. À l'heure où les sociétés n'ont jamais été aussi fragmentées, pratiquement toujours interpellées sous l'angle de leurs différences et non sur celui de leur ressemblance, il faut rompre avec ce modèle-là. Il faut avoir l'ambition d'en finir avec une certaine façon de faire. Il ne faut pas craindre d'innover. L'heure est donc à une discussion franche, l'heure est au bilan, l'heure est adressée à un inventaire. L'inventaire de nos bons et de nos mauvais coups. L'heure est à l'analyse, une analyse de la situation réelle de l'état de la francophonie en Amérique et de ses chances d'avenir. Lors d'une conférence prononcée à l'occasion du banquet annuel de la Ligue d'Action nationale, le 5 avril 1964, et là je ne me trompe pas d'année, Monsieur le Président, c'est bien 5 avril 1964, l'ancien maire de Montréal, Jean Drapeau, disait « Les phases de changement, de transformation sont saines et bénéfiques pour un groupe humain, pourvu qu'il ait ou qu'il retrouve le sens de son orientation et qu'il fasse ou qu'il refasse l'unité autour de quelques objectifs fondamentaux. Ce qui nous menace le plus
repose au plus profond de nous-mêmes. C'est tout ce qui, en nous, nous parle de résignation, de concession, d'abdication. On aime répéter que la politique est l'art du possible. Monsieur Drapeau disait « Je me méfie assez de ce dicton qui a servi d'alibi à tant d'abstentions néfastes et de silence complice. Je préfère considérer, disait-il, que la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. » Ces propos qui ont été énoncés au milieu des années 1960, et c'est bien ça, Monsieur le Président, pourraient aisément s'appliquer à la situation actuelle, en rêvant, plus encore, en jetant les bases des États généraux de l'Amérique française. La Société Saint-Jean-Baptiste opte résolument pour l'action et atteste de son refus de se résigner et d'abdiquer. À la lumière des propos entendus lors de la consultation que nous avons menée au cours des derniers mois et sans qu'aucune ambiguïté ne puisse subsister, il semble bien que plusieurs partagent cet avis qu'il est maintenant temps sur la question de l'avenir du français en Amérique, sur le maintien d'une identité unique et singulière, de rendre possible ce qui est nécessaire. Merci beaucoup de votre attention.